Tamba Morning News. Table ronde sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet des TDR des Assises nationales de la refondation. C'était hier au CICB. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest a effectué une visite au centre de formation professionnelle de Missabougou. À l'international, la vaccination en Afrique doit être multipliée par 7 selon l'OMS. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes articulations de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. C'est parti pour le début des cérémonies de la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet des TDR des Assises nationales de la refondation. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako. Adama Sanogo nous fait le point. Les Assises nationales de la refondation en marche et la création de l'organe unique de gestion des élections en gestation. Elles ne sont plus pour longtemps. C'est dans cette perspective que le Centre international des conférences de Bamako a accueilli la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet des TDR des Assises nationales de la refondation. La cérémonie qui nous réunit en ces instants solennels marque le démarrage effectif des travaux de la table ronde que nous avons bien voulu organiser en vue d'échanger justement sur la création d'un organe unique de gestion des élections d'une part et d'autre part pour la validation de l'avant-projet des termes de référence et du chronogramme des Assises nationales de la refondation. Cette table ronde se tiendra parce qu'elle reste l'une des priorités du plan d'action gouvernemental de la transition et adopté par le Conseil national de la transition CNT. La tenue de la présente table ronde s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues par le plan d'action de gouvernement de transition, adopté devant le Conseil national de transition le 2 août dernier. Elle se fera selon une procédure bien déterminée afin de répondre aux aspirations des Maliens, soutient Mahamadou Kassogué. Il s'agira à travers cette table ronde de faire une analyse approfondie des documents qui seront soumis à l'examen des participants en vue de formuler des propositions pertinentes pour la poursuite des efforts du gouvernement dans la recherche des solutions idoines aux préoccupations nationales. Toutefois, le gouvernement malien réitère son engagement pour l'accompagnement de toute action pour la bonne marche de la refondation. J'ai saisi cette opportunité pour réaffirmer la volonté politique du gouvernement à tout mettre en œuvre en vue d'une refondation de notre État inspirée du patrimoine politico-institutionnel, de nos réalités socio-culturelles et nos valeurs morales partagées. Ouverte ce matin à Bamako, cette table ronde se tiendra du 24 au 26 septembre 2021. Comme évoqué dans les titres, dans le cadre de son séjour au Mali, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale a visité le centre de formation professionnelle de Missabougou. Ce centre s'est spécialisé dans la formation des jeunes déscolarisés pour leur faciliter l'insertion socio-professionnelle. Le vice-président est sorti satisfait de sa visite. Aruna Selia Kone pour le compte-rendu. Contribuer à la formation professionnelle et l'alphabétisation des couches défavorisées, telles sont les missions du centre de formation de Missabougou. Créé depuis 2005, ce centre a contribué à la formation de plus de 3000 jeunes dans les domaines de la maçonnerie, du carrelage, de la coupe-couture, de l'agroalimentaire. Donc l'objectif de création du centre, on l'a rappelé tout de suite. Donc l'objectif c'était de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en mettant l'accent sur les activités, sur la promotion des activités socio-économiques des couches défavorisées à travers la formation professionnelle. Et la mission qui a été actualisée, la mission consiste à promouvoir le développement de la collectivité de rattachement à travers la formation professionnelle et l'insertion socio-professionnelle des publics cibles. Grâce à ce centre, les jeunes déscolarisés bénéficient des formations qualifiantes. Avec quelques mois d'encadrement, leur insertion professionnelle est garantie selon les formateurs.
J'ai abandonné les études en 8e année. Je suis là pour une formation professionnelle. Je suis vraiment satisfait de la qualité de la formation. J'ai compris beaucoup de notions. Ils ont un emploi avant leur sortie. Parce que moi-même, je suis technicien en bâtiment. Donc, dans le domaine des travaux et bâtiments publics, donc on a besoin de ces apprenants à leur sortie. Vraiment, je peux vous assurer qu'à leur sortie, ils auront du travail. Il n'y a même pas de doute là-dessus. La Banque mondiale, à travers ProSège, a contribué à plus de 500 millions de francs CFA en subvention dans du matériel de formation. Un financement qui touche 60% des filières enseignées dans l'établissement, selon la directrice du centre. Ainsi, le résultat atteint par le centre témoigne du succès du ProSège, selon le ministre de la Formation professionnelle et son hôte du jour. Si vous vous souvenez, selon le document, il y a sur 37 000 jeunes comme cible. Le projet a pu toucher 36 623, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a à ce niveau un résultat assez important. Visitant ce centre aujourd'hui nous donne vraiment l'idée de continuer à renforcer les capacités du centre et de diversifier les formations, mais surtout de faire en sorte qu'elles répondent à ces besoins qui sont importants et qui existent sur le marché. Donc la Banque mondiale va continuer à investir avec le gouvernement malien sur ce type de formation. En réponse au chômage endémique dans le pays, le projet de développement des compétences et l'emploi des jeunes ProSège vise à améliorer l'éducation et la formation pour soutenir l'employabilité et les possibilités d'emploi pour les jeunes dans le secteur privé. Mamadou Camara, l'ancien ministre malien de la communication et ancien directeur de cabinet du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Il est poursuivi dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire. Abdoulaye Koniba Konaté et Aminata Chektal pour les détails. Ministre de la communication, directeur de cabinet sous le régime d'Ibeka, Mamadou Camara a rejoint en prison l'ex-ministre de la Défense Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre des Finances, Madame Bouhari, tous inculpés dans la même affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire en 2014. Pour rappel, le 27 mars 2020, Mamadou Camara avait séjourné à la maison d'arrêt centrale de Bamako suite à son inculpation dans la même affaire par l'ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, Mamadou Kassogué, qui avait soupçonné Mamadou Camara de complicité et de favoritisme. Un mois plus tard, il a recouvré sa liberté. En effet, cette affaire remonte en 2014, après la publication des rapports du bureau du vérificateur général. Il s'agissait de l'achat de l'avion présidentiel du Mali pour une somme de 20 milliards de francs CFA et des détournements de fonds de plus de 9 milliards du contribuable malien. L'affaire, après avoir nourri des débats houleux, avait été enterrée en 2018, classée sans suite par la Cour suprême. 3 ans plus tard, sous un régime de transition, le rebondissement de l'affaire attire l'attention de la justice. Elle est allée à la vitesse supérieure en emprisonnant les poids lourds de l'ex-majorité présidentielle. Sur tout autre plan, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu ce jeudi 23 septembre 2021 sur le site de l'EDM SA à Sirakoro pour s'imprégner de l'avancement des travaux et il a profité de l'occasion pour réceptionner 4 groupes électrogènes et dont le coût total des travaux s'évalue à 100 milliards de francs CFA. Moussa Terminé pour les détails. On quittait ici en avril 2021, et le chantier devait être autour de 30% et nous avons promis que la période de forte chaleur de 2022 ne sera pas comme celle de 2021 qui, il faut le rappeler, était largement meilleure que la période de chaleur de 2020. Et c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons vraiment les chantiers qui étaient ouverts et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui cette visite d'étape encore pour nous assurer que d'ici à mars-avril prochain, ce projet qui va fournir 100 mégas, qui est l'équivalent de la production d'électricité qui nous est fournie par la Côte d'Ivoire, sera mis en service avant
mars-avril. C'est dans ce cadre-là qu'on est là et on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment satisfait de l'état d'avancement. Vous-même, vous voyez, nous avons déjà réceptionné 4 des 8 turbines prévues, des 8 machines prévues pour se faire. Et chaque machine, vous voyez, ça fait 14, peut fournir 14 mégas. 14 fois 4, ça fait à peu près 56 mégas. Ça veut dire qu'à la fin, nous aurons nos 100 mégas garantis. Et avec ces 100 mégas garantis, nous pensons que vraiment nous tiendrons notre promesse de faire en sorte que la fourniture du service public de l'électricité puisse vraiment s'améliorer et mettre les Bamakois et les Maliens de façon générale à l'abri des délestages intempestifs. Au Mali, le Conseil national de transition a adopté jeudi 23 septembre le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. Le GM École de guerre du Mali devra assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité entendés par l'armée, la police, la gendarmerie, mais aussi à certains cadres civils. Le président du Parti pour le développement économique et social, Djibril Tall, était l'invité de notre émission En toute liberté. Il est revenu sur les positions de son parti par rapport à plusieurs questions concernant la vie de notre pays. El Hadj Malik Guité pour le décryptage. Ingénieur de formation et ancien directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux, Djibril Tall est un acteur politique qui a servi au sommet de la nation. Président du PDS et fervent allié de feu Amadou Toumani Touré ATT, le nom de l'homme a figuré sur la liste de l'éphémère gouvernement de Mokhtar Wan, balayé par un coup de force le 24 mai dernier. Même si plusieurs acteurs politiques reprochent aux autorités de la transition d'avoir une volonté de prolongation, lui garde sa réserve et ne tombe pas dans les jugements. Ils n'ont jamais parlé de prolongation. Mais on sous-entend que la démarche actuelle va aboutir à la prolongation. Moi, je ne fais pas d'a priori, vraiment, je ne fais pas un jugement des valeurs. Je pense que jusqu'à cette date, le Premier ministre a déclaré que les travaux se feront dans le temps imparti, tel qu'ils ont pris l'engagement. Selon lui, cette prolongation de la transition doit émaner d'une volonté commune des Maliens à l'issue d'un débat franc sur la question. Vraiment que tout le monde puisse participer et qu'on puisse faire une évaluation de la situation et que tous les Maliens et les Maliennes puissent décider de commun accord d'une prolongation ou éventuellement de tenir les délais dans les conditions les meilleures pour le Mali. Ce qui sous-entend clairement la position de son parti, le PDS, à prendre part aux assises nationales de la transition. Non, je suis clair, j'ai dit nous allons participer au débat des assises. Nous allons débattre de ça, nous avons les éléments, nous avons les arguments, nous allons donner notre point de vue et nous allons participer activement pour ces débats pour donner les meilleurs résultats pour le Mali. En ce qui concerne l'organe unique de gestion des élections, Djibril Tall pense que ce dispositif doit être suivi des hommes et femmes de valeurs morales irréprochables. Je pense que nous voulons l'organe unique, nous voulons également que l'organe unique puisse être accompagné par des choix des hommes et des femmes de valeurs morales. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas d'avoir... Le Mali a les meilleurs textes, mais il s'agit maintenant de pouvoir trouver les hommes qu'il faut, également de pouvoir respecter les principes de respect juridique de ces textes qui doivent conduire la mise en œuvre de ces dispositions. Questionné sur une probable coopération du Mali avec Wagner, le président du PDS pense qu'il faut laisser le soin aux autorités d'en décider. Je pense qu'il faudrait que ce débat sorte de la rue, qu'on laisse à l'armée, qu'on laisse au président de la transition. Nous avons la chance d'être qui est un militaire, qui a été également victime des mêmes situations de crise, qui s'y connaît mieux, vraiment de les laisser prendre les dispositions nécessaires. Grosso modo, l'homme appelle les Maliens à soutenir la transition. Et je voudrais également que les Maliens, tous les Maliens, se mettent en bloc unique
pour aider la transition à pouvoir remonter les difficultés actuelles, difficultés aujourd'hui qui nous interpellent tous. Fragilisé par une crise interne en 2018, le Parti pour le développement économique et social PDS est désormais en bonne santé, selon les dires de son président, et est même prêt pour les prochaines échéances électorales. L'image du jour nous conduit à la découverte du sommet Makalu. Le Makalu est un sommet culminant à 8485 mètres d'altitude à la frontière entre le Tibet en Chine et le Népal dans l'Himalaya. Il constitue le 5e plus haut sommet au monde. Sa première ascension a été réussie le 15 mai 1955, 2 ans après celle de l'Everest, située à moins de 20 km par les Français Lionel Terrail et Jean Cousy. Ces versants nord et sud font respectivement partie de la réserve naturelle du Komolangma et du parc national de Makalu-Barun. Le nom de la montagne pourrait venir du sanskrit Mahakala, qui signifie grand noir, une déité du bouddhisme Vajrayana associée dans l'hindouisme à Shiva. Ce dernier peut s'avérer à la fois destructeur et préservateur. Le Makalu est considéré par les alpinistes comme l'un des sommets les plus techniques de l'Himalaya. La page internationale à présent avec Aminata Traoré. Le rythme de livraison des vaccins contre le Covid-19 en Afrique doit être multiplié par 7 pour atteindre environ 150 millions de personnes par mois, estime l'OMS. À l'heure actuelle, une personne sur 3 dans le monde est entièrement vaccinée contre le Covid-19. Mais en Afrique, ce chiffre tombe à une personne sur 25. Le directeur du programme de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que les livraisons de COVAX se poursuivent dans les pays africains avec 4 millions de doses acheminées la semaine dernière. Les livraisons de COVAX se poursuivent dans les pays africains, avec 4 millions de doses acheminées la semaine dernière. Ces livraisons sont très appréciées, mais il est inquiétant de constater que seul un tiers des doses promises pour la fin de l'année 2021 a été reçu. Le rythme de la vaccination en Afrique doit être multiplié par plus de 7 pour atteindre environ 150 millions de doses par mois en moyenne, afin d'atteindre l'objectif mondial de vacciner 70% de la population de chaque pays. Les clients d'une station-service BP de l'Ouest de Londres sont déçus de ne pas trouver de carburant. L'un d'entre eux qualifie la situation d'embarrassante et d'autres accusent le Brexit d'être à l'origine du manque de chauffeurs de poids lourds qui a perturbé les livraisons de certaines stations. C'est un peu embarrassant, comme si nous vivions dans un pays du tiers-monde ou quelque chose comme ça. Samuel, constructeur, semble être désespéré face à cette situation. Il parlait d'une pénurie de chauffeurs ou quelque chose comme ça, mais je suis vraiment désespéré et je ne sais pas où aller ensuite. Alonso Roberto, musicien français retraité, nous fait part de ses inquiétudes. Brexit, ce n'est pas bon. Nous sommes cousins avec le peuple anglais, vous comprenez? Nous devons être ensemble. Regardez ce qui se passe. C'est un grand pays, mais nous le gâchons avec toutes ces bêtises du Brexit. Par ailleurs, le directeur d'une entreprise d'aménagement paysager accuse Brexit d'être à l'origine de ce problème. Il estime que le gouvernement n'a jamais pensé à l'avenir. Parlons culture. L'agence de conseil Tchétchi Consulting & Compagnie a organisé ce jeudi 23 septembre 2021 à l'Institut français du Mali la journée des expressions culturelles sur l'accès à la justice, une initiative soutenue par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, qui prend appui sur la culture pour sensibiliser les populations sur le droit et la justice au Mali. Plus de détails avec Youssouf Kone et Bakor Banyari. Faire de la culture un moyen d'éducation et de sensibilisation sur le droit et la justice au Mali. Voilà l'objectif que se fixe Mali Justice Project à travers son projet Culture for Justice, une initiative soutenue par l'USAID qui allie l'art et la justice pour la construction d'un secteur de justice plus efficace au Mali.
Culture for Justice vise à améliorer le niveau de connaissance des Maliens sur le droit et le fonctionnement des institutions de la justice à l'échelle nationale. C'est un événement que nous avons intitulé Culture for Justice qui allie culture et justice. Et c'est un moyen pour nous de vulgariser les questions de droit, les questions de justice, mais en utilisant les outils culturels et artistiques, mobilisant les expressions culturelles et artistiques. Les catégories d'art choisies sont la photographie, le théâtre et le slam. Le choix de ces disciplines artistiques n'est pas fortuit. Nous pensons que le moyen le plus efficace, c'est la culture. La culture parce que c'est un élément qui parle à tous les Maliens. La culture est commune au Mali et aux Maliens. Et donc il est plus facile de parler surtout des questions difficiles. De parler de ces questions à travers la culture. Que ce soit le théâtre, que ce soit la photographie en l'occurrence, ou alors le slam, il est plus digeste pour l'interlocuteur d'en face, pour le destinataire final de ces messages sur la justice, de comprendre et de s'accaparer des différents éléments du message. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guino, salue les efforts de l'USAID, non seulement dans le renforcement des infrastructures de la justice au Mali, mais aussi à la sensibilisation sur le droit à travers l'art et la culture. L'activité d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'amélioration des conditions d'accès à la justice au Mali. Et pour cela, Mali Justice Project a eu l'heureuse initiative de trouver les liens gordiens entre la culture et la justice. Est-il besoin de rappeler que la justice elle-même a pour socle la culture, d'autant que la justice est chargée de dire le droit. C'est une initiative qui mérite d'être saluée. En plus de l'exposition photographique sur la justice dans différentes régions du Mali, l'activité a été étoffée par une compétition entre des slameurs et des troupes théâtrales autour du thème « Les visages de la justice au Mali ». Douillon fait de son art un moyen de défense des droits de la femme dans notre société. Elle a été sélectionnée pour la 2e édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou au Burkina Faso, le plus grand rendez-vous de la sculpture du continent. Retour sur son parcours avec Youssouf Kone et Abdoulaye Konimba Konaté. Au total, ils sont 18 sculpteurs venus d'Afrique et du monde pour la 2e édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou, prévue du 8 octobre au 6 novembre 2021. Un grand rendez-vous auquel le Mali est représenté par la jeune sculptrice Indépendance Dougnon. La sculpture est un médium artistique dont les pratiquants se comptent au bout des doigts au Mali, et en particulier chez les femmes. Indépendance Dougnon est l'une de ces rares femmes qui ont osé se lancer dans cet art. Pourtant passionnée par la mode à travers la couture, Indépendance Dougnon se découvre plus tard une nouvelle passion, celle de la sculpture. Très jeune, elle apprend la couture avec sa mère. C'est cette passion qui la pousse en 2016, après l'obtention de son baccalauréat, à passer le concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Fasségué, d'où elle sort en 2019 avec une licence en design. Styliste et designer par passion, Indépendance Dougnon est une sculptrice par vocation. Une vocation derrière laquelle se cache un combat, celle pour l'amélioration de la condition féminine. Dans ses sculptures, Indépendance évoque la place de la femme dans nos sociétés, le mariage et les violences conjugales. Elle aborde également tout ce qui est considéré comme tabou autour de la femme. Les rubans de mesure, les fils de fer, les tissus et les bouts de bois sont généralement les matériaux qui interviennent dans la réalisation de ces époustouflantes installations. Toutefois, l'art de la sculpture ne prend pas pour autant le dessus sur la mode chez la jeune styliste et designer de formation. En 2016, Indépendance lance sa marque de vêtements dénommée Denim Design en langue dogon qui signifie « j'aime le design » en français. Les créations de Denim Design sont inspirées des tissus traditionnels maliens comme le borolan et l'indigo. Cette sélection à la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou est une reconnaissance du talent de la jeune sculptrice
et un espoir pour l'art de la sculpture au Mali. Dans la page sport, la sélection nationale féminine junior rencontre son homologue du Sénégal ce samedi au stade Modibo Keïta au compte du deuxième tour aller des éliminatoires du mondial Costa Rica 2022. Adama Sanoko et Amadou Tolo reviennent sur les enjeux de cette rencontre. Les matchs allés du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Costa Rica 2022 ont débuté hier, mais c'est demain que le Mali fera son entrée en lice contre le Sénégal au stade Modibo Keïta. La sélection nationale junior a validé son ticket pour ce deuxième tour sans jouer suite au forfait du Togo. Cette manche allée contre les Sénégalaises est très importante pour les joueuses de Mustapha Leiko Traoré. Elles doivent impérativement gagner à domicile pour espérer aborder le deuxième acte le 8 octobre à Thiès dans de bonnes conditions. Des inquiétudes existent néanmoins en en croire Aïssata Traoré, la sélectionneuse adjointe des Aiglones a fait part de quelques soucis concernant certaines joueuses dont la capitaine Fatoumata Ba. Certaines joueuses clés n'ont pas encore obtenu les licences. Ensuite, la capitaine Fatoumata Ba vient de signer un contrat pro au Maroc et ce n'est pas sûr qu'elle soit là pour le match. C'est à cause de tous ces problèmes que nous n'avons pas encore communiqué la liste officielle des joueuses retenues pour le match, a révélé la technicienne. Mais malgré ces problèmes, l'ancienne internationale affiche sa confiance et pense que les Maliennes ont les moyens de franchir le cap des Sénégalaises. Le Mali est une grande nation de football. Et nous allons tout mettre en œuvre pour faire une belle prestation à domicile et partir négocier le match retour. J'invite tous les Maliens à soutenir les enfants qui rêvent de participer à la Coupe du Monde, a ajouté Aïssata Traoré. Dans le camp sénégalais également, la technicienne Aïcha Henriette Ndiaye ne joue que par la qualification du mondial. L'équipe s'est bien préparée. Elle est prête à aller chercher un bon résultat à Bamako, annonce Stella. Depuis 1 mois et demi, nous sommes au travail pour offrir la qualification au peuple sénégalais et dès la manche allée. Nos joueuses sont prêtes tactiquement et mentalement. Je m'attends à un grand match de mes joueuses contre les Maliennes, confie l'entraîneuse sénégalaise. Aïcha Henriette Ndiaye et ses joueuses sont arrivées à Bamako hier. Il y a du chemin à faire pour les nôtres. La première étape, c'est ce samedi. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Joliba Morning News.